I have a package for you. Salut à tous et bienvenue dans le 6e épisode de votre podcast favori. Je suis avec Brieux. Bonjour. Thomas. Salut. Yann. Salut. Candice. Hello. Je m'appelle Hugo et bienvenue dans Recommandé. Et comme d'habitude, avant de commencer la chronique, on va vous parler de nos actus. Alors Yann, quel est ton actu ? Ah bah écoutez, moi je vais vous parler de Avatar, parce que je suis pas original, donc il y a Avatar 2 qui vient de sortir, et comme on s'y attendait, ça marche très bien. Moi au début, j'avoue que je rechignais un peu à aller le voir. L'idée du gars qui sort son film 13 ans après, wow, la technologie elle m'allait pas. Et ben factuellement, là les technologies elles sont assez ouf. Franchement, c'est visuellement. Je suis pas sûr que James Cameron parle comme ça. Hein. Ah si, je t'assure, mais avec un accent. Ah oui. Quand il parle français, il parle comme ça. Ouais. En anglais, non, mais quand il parle français, oui. Non, mais du coup, tout ça pour dire, bon, le scénario est aux fraises, mais finalement pas si loin du 1. Mais par contre, pour tout ce qui est de la technique visuelle, c'est incroyable et ça vaut vraiment, vraiment le coup d'aller le voir au cinéma parce que je pense que sur une télé, il sera beaucoup moins impressionnant. Ouais, franchement, allez-y, c'est le très bon film du moment. D'ailleurs, je conseille aux gens d'aller le voir parce que moi je suis allé le voir en IMAX avec en 3D IMAX et HFR, ouais. Voilà, je suis pas d'accord. Pour le coup, je trouve pas que la HFR ajoute grand chose. Ah ouais. Si. Non, moi je suis... Oh, si. Ouais, en fait, les passages, moi, peuvent me sortir un petit peu la HFR. En Ça fait, peut me déranger un petit peu. tu vois la différence parfois, mais crois-moi que sur les séquences d'action, elles sont beaucoup plus digestes qu'à l'époque. Enfin, parce qu'à l'époque de Avatar 1, ils l'avaient pas. Il n'y avait pas la HFR. Ouais. Et Alors, est-ce ça que change vous de voulez ouf. bien expliquer à une novice que c'est HFR ? Oui, bien sûr. C'est la haute fréquence. Je sais pas qu'est-ce que c'est le R. Mais en gros, c'est le nombre d'images par seconde. Ouais. Ok. C'est le double. Qui Non. varie d'ailleurs. Qui varie, Normalement, est- c'est selon sur, l'action. qui va jusqu'à 48 Ouais, images par ça. seconde. Habituellement, c'est 24 images par seconde, Ok. le Tu vas jusqu'au cinéma. double. Et là, il va jusqu'au double. Mais en effet, c'est variable. C'est-à-dire que les séquences d'action, il les fait à 48 images seconde, donc c'est très fluide. T'as presque l'impression que c'est un jeu vidéo. Mais ça Là fait même où c'est justement ça moi fait ce que je très jeu reprochais vidéo. au truc, c'est que ça fait vraiment ce que t'as l'habitude en cinématique de jeux vidéo. Ouais, tu carrément. vois. Et c'est le petit truc qui me dérangeait un peu. Là où les scènes de dialogue sont plus à 24 images par seconde, Ouais. donc un peu plus classique. Ouais. Mais des fois, je trouve que tu ressens un petit peu ce changement Cette de fréquence différence-là, d'image. ouais. Voilà. La transition, tu peux la Ouais. ressentir. Ouais. Mais Enfin, en vrai, ça reste très beau. ça ouais, reste c'est magnifique, magnifique. L'eau est magnifique, le sable, ne serait-ce que quand ils marchent dans l'eau et que tu vois les pieds, le sable qui est soulevé par leurs pas, c'est déjà ça, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, moi, un truc, alors c'est pas un micro-spoil, mais il y a un générique de fin. Voilà. Et dans ce générique de fin, Cameron a la bonne idée de montrer tous les animaux imaginaires de la planète Pandora dans une sorte de séquence qui ressemble à un documentaire, en fait. Et en fait, j'ai trouvé cette séquence meilleure que le reste du film. Et je me dis, mais pourquoi pas faire un documentaire avec cette qualité d'image exceptionnelle sur les animaux de Pandora avec Je une contacte voix, Yann Arthus Bertrand. ouais. Je lance le Imaginez un avec- documentaire fantasy avec en la, fait. avec la voix française de Morgan Freeman qui parle Dans des son baleines, là, aigle. des trucs comme ça doit être super, quoi. Franchement. Dans son aigle de métal. Brieux, ton actu. Oui, alors moi je vais vous parler d'une célèbre franchise du jeu vidéo. Je pense que tout le monde connaît GTA. Oui. Ou Grand Theft Auto. Je pense que tout le monde, même ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo, ont déjà entendu parler de GTA puisqu'on a... San Andreas, mon enfance. Voilà, premier opus sorti en 1997, déjà, ça date. Mais c'est une série qui a été rendue célèbre par GTA Vice City en 2002 et San Andreas en 2004. Et alors, pour résumer, pour les rares personnes qui habiteraient en Alaska et qui ne sauraient pas ce que c'est, GTA, c'est un jeu assez violent de gangsters en monde ouvert où le joueur évolue avec une grande liberté d'action dans des villes fictives des USA. Par exemple, San Andreas, c'est une parodie de Los Angeles. Vice City, c'est une parodie de Miami. Et moi, j'aimerais vous parler du dernier opus qui est sorti en 2013, ce qui est déjà un bout de temps. déjà hein. longtemps, Ça ouais. fait déjà... Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, mine de rien. Et bonne année d'ailleurs. Et voilà, la bonne année. On n'a pas souhaité la Mais bonne c'est année. vrai, la bonne année. C'est vrai, la C'est Bonne vrai. année sur Tout le GTA monde. 5, ça c'est beau. Hein. Donc moi j'aimerais vous parler, donc, comme je le disais, du dernier opus, GTA V, qui propose pour la première fois un mode en ligne, c'est-à-dire un mode multijoueur. Donc les joueurs peuvent se rassembler et avoir une expérience de jeu similaire, mais ensemble. Et j'aimerais encore plus précisément vous parler de un serveur qui s'appelle le serveur RP, c'est-à-dire role-playing, c'est-à-dire que les joueurs jouent un rôle et se tiennent à leur rôle en essayant, voilà,
ils jouent un rôle en fait le plus fidèlement possible et n'en sortent jamais pendant le jeu. Et il y a eu des passionnés qui ont décidé d'ouvrir un serveur pour offrir une simulation de service public, mais pas américain, mais de service public français. Donc ils ont modifié les voitures qui sont très américaines, etc. pour vraiment reproduire le plus fidèlement possible des villes françaises comme Marseille, comme Paris, etc. Et offrir aux joueurs la possibilité d'incarner par exemple un policier de façon très très simulation. Donc vous pouvez faire des retraits de points, des contrôles au rond-point, des courses-poursuites, de l'anti-stupéfiant, des gardes à vue, aller même jusqu'au tribunal pour faire votre déposition. Il y a de la paperasse à faire, donc c'est assez hallucinant le niveau de détail et de passion de ces gens-là. Et il y a des policiers, des vrais policiers de la vraie vie, qui jouent à ce jeu et qui forment d'autres personnes qui arrivent sur le jeu pour leur apprendre le métier, parce qu'ils utilisent, c'est ça qui est assez hallucinant, le jargon de la police nationale, ce genre de choses. Ils leur apprennent vraiment le métier avec ce que ça implique d'erreurs, etc. Et ce qui est encore plus extraordinaire dans tout ça, c'est que ça a créé des vocations de personnes qui, après avoir joué à ce jeu, se sont inscrits au concours de la police et l'ont obtenu avec des très bons résultats. C'est dingue. Parce qu'ils ont eu une formation dans ce jeu-là, avec de vraies personnes du RAID, avec des vraies personnes de la police nationale, etc. Donc c'est allé assez hallucinant. Si vous voulez en savoir plus, il y a un petit reportage sur YouTube du Parisien qui en a parlé. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne façon d'utiliser le jeu vidéo, en fait. Espérons qu'il y ait plus de métiers qui puissent profiter de ce genre d'expérience, parce que c'est assez hallucinant. Ouais, alors moi je vais être plus polémique et j'allais dire c'est super, on donne envie aux gens d'être flics, etc. Il y a de plus d'inscriptions au concours de police. Faudrait peut-être revoir de toute façon les concours de police et ce qu'on apprend en policier. En passant, je vous fais une petite reco comme ça. Je vous invite à lire Flic, un journaliste a infiltré la police de Valentin Gendreau. Vous allez en apprendre pas mal sur les bons, les mauvais côtés de ce que c'est que la police et des réalités. J'avais une vision un peu dure de la police et après ce bouquin-là, j'ai appris plein de choses. Ça met des trucs en perspective, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être surpris s'ils ont passé par le jeu de découvrir ce que c'est que la réalité d'un flic sur le terrain. C'est beaucoup d'attentes et évidemment, ça reste un jeu, évidemment. Oui. Bien sûr. Non, excusez-moi, je faisais mon petit clin Mais d'œil un jeu sur lequel on peut taper sur des manifestants. C'était son petit clin d'œil de gauche. Exactement. Thomas. Oui, moi je vais être très cash. HBO et OCS, c'est terminé. Oui, c'est terminé. C'est terminé. Voilà, depuis le 1er janvier, l'essentiel du catalogue de la chaîne américaine a tout bonnement disparu d'OCS. C'est en lien avec le fait que HBO, qui appartient à la Warner, voulait arriver avec sa propre plateforme HBO Max en France en 2023. Sauf que, pour l'instant, il n'y a pas d'HBO Max qui est prévu, puisque la fusion entre Warner et Discovery, on en a parlé la dernière fois, fout la merde encore un peu partout, même aux États-Unis, puisque HBO Max ne propose plus certaines séries qui sont pourtant des productions originales, comme Westworld par exemple. Donc impossible de retrouver cette série de manière légale jusqu'à ce qu'une plateforme mêlant HBO, Warner et Discovery voit le jour. Donc qu'est-ce qui se passe en France ? C'est pareil. Adieu Tchernobyl, Big Little Lies, Game of Thrones, Les Sopranos, The Wire, True Detective, The Jinx, The Newsroom ou Westworld. Et encore, il y en a tout plein. Il y a une 60aine de séries qui a complètement disparu. Boardwalk Empire ? Boardwalk Empire en fait partie. C'est ciao, il y en a plus. Il reste encore quelques programmes. Les plus récents, comme The White Lotus ou House of the Dragon, mais bon, on va pas se mentir, ça va très vite disparaître aussi. Donc comment est-ce qu'on peut voir ces séries maintenant ? Faut les acheter en DVD, ou alors faut attendre qu'une plateforme fasse un deal avec HBO ou Warner ou tout ça, ce qui clairement ne va pas arriver parce que Disney va finir par les racheter à un moment. Soit Disney va les racheter, soit on va attendre que la plateforme Discovery Plus arrive en France. C'est encore une pour The Last of Us qui arrivait. Vous pensez pas que Canal pourrait justement, là pour l'instant, OCS ont clairement dit on ferme la porte. On est déficitaire, donc Canal Plus semble dire qu'ils sont intéressés pour les racheter. Mais comme tu disais, dans pas longtemps, là, dans quelques jours, il y a The Last of Us, la série qui arrive. Donc une série HBO, et pour l'instant, il n'y a aucune plateforme qui a communiqué sur le fait qu'elle va récupérer la série et qu'elle va être diffusée en France. Donc pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qui va arriver, et je trouve ça triste. Alors est-ce qu'on va pouvoir la voir en même temps que sa diffusion américaine, comme ça a été le cas habituellement ? Est-ce qu'il va falloir attendre plus d'1 an, comme la série Pacemaker, donc qui est une série HBO Max dérivée de The Suicide Squad, qui est arrivée seulement
là ces derniers jours sur Amazon Prime. Donc j'ai l'impression que HBO veut faire pour l'instant des deals au cas par cas. Ils refilent leurs petites séries à droite à gauche. C'est ça. Ouais. Le marché noir, tu sais. Ah, c'est- Qui c'est veut un acheter peu ma ça. série tu En vois. réalité, c'est un peu emmerdant parce que ça oblige à avoir déjà tout plein de plateformes. Ben, en Non, plus- mais surtout que déjà, en plus, les gens commencent de plus en plus à prendre un abonnement pendant un mois, le lâcher pour regarder une série, etc. Donc, de perdre toutes les séries HBO, il y a du public peut-être qui va ça, c'est s'éloigner sûr. aussi, Là, hein. pour OCS, Ouais. ça va être, ça va signer leur arrêt de mort, hein, de manière très honnête. Et on va pas se mentir que si ça tarde à arriver, si à nouveau, ben, par exemple, juste l'exemple de The Last of Us, ça tarde à arriver en France, ben, on va se tourner vers le téléchargement illégal. Ouais. C'est triste à dire, mais ce sera C'est- comme ça pour c'est bien beaucoup de mal gens. nous connaître. C'est, oh là là, vraiment pas du tout. Bien sûr, autour de Euh, cette table, on est tous intègres. On parle évidemment de gens hypothétiques Voilà. qui seraient Exactement. pressés de voir cette On série. dit ça si jamais il y a un policier devant GTA 5 qui Voilà, nous c'est écoute. ça. Ils Mais ont pour, parlé de mon jeu, maintenant. pour terminer du coup là-dessus, OCS garde quand même quelques séries intéressantes, comme l'excellente 3615 Monique, où d'ailleurs on pourra voir notre briberie nationale le temps d'un épisode C'est vrai. dans la saison 2. Mais ouais, voilà, elle est déjà déficitaire. Canal+ serait sur le coup. Donc voilà, c'est triste pour l'instant. On attend de voir ce que va faire HBO et si enfin Discovery+ ou HBO Max va arriver en France. À voir dans les semaines à venir, si tu nous fais une petite actu Oui. sur la suite. On en reparlera, tout comme DC Comics qui n'a toujours pas annoncé son plan. On en reparlera. Calme-toi, Thomas. Ah là là là, Calme-toi, une calme-toi. actu, une seule actu, Je m'arrête, Thomas. je m'arrête. Arrêtons D'ailleurs, maintenant. Je viens de Rappelez-le, recevoir arrêtez-le. un Je SMS m'arrête de là. personnes qui ont eu une surdose de DC Comics pour la dernière épisode. Donc, on va se calmer là-dessus. Je m'arrête là, je vous jure. Candice, Eh ta ben reco, moi, s'il te je vais plaît. vous parler d'un truc qui n'a rien à voir, mais qui est une bonne nouvelle aussi. Donc le 3 janvier, mercredi 3 janvier, c'est la journée mondiale du braille. Et apparemment, le centre de transcription et d'édition en braille a fait une annonce. Ils vont favoriser l'accès à la lecture, à la culture, aux déficients visuels. C'est-à-dire que jusqu'alors, le prix de revient d'un livre tactile en braille, donc, était en moyenne de 700 €. Ce qui rend quand même quelque peu compliqué l'accès à la culture. C'est un peu Et cher. Très cher. oui. L'abonnement la- audible, Voilà. audible. c'est ça. Bah, Bon, non, alors, du coup. jusque-là, il y avait quand même des aides de la part d'associations et autres, mais le coût d'achat était quand même extrêmement cher par rapport au prix d'un livre classique. Et ce, malgré la loi Lang qui a été instaurée il y a plus d'une quarantaine d'années, qui fixait le prix unique du livre. Bref, c'est une inégalité qui s'arrête. Je vous ai dit le 3, mais je crois que c'était le 4 janvier, pardon. Et donc, ils sont alignés désormais au prix unique. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Mais carrément. Alors, espérons maintenant que super. le répertoire devienne un peu plus large que ce qui est disponible aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a quand même un peu plus de 2000 références. Et peut-être plus désormais. Bah, c'est trop cool. Super. Ouais, c'est une super nouvelle. Et d'ailleurs, Oui, je on rappelle trouve que aussi. notre podcast est à prix unique puisqu'il coûte 0 €. Donc profitez-en, restera toujours comme ça. Hugo. Bah, et Il Hugo, en alors manque un. Bon, bah moi, alors mon actu, c'est je voudrais vous parler d'un événement qui va se passer du 9 au 12 mars 2023 à Paris. Alors je crois qu'on n'a pas encore la salle exactement, mais c'est un événement caritatif de jeux vidéo en live streaming présenté par le vieux monsieur Mister MV. Ça s'appelle Speedon, c'est super, c'est vraiment du 9 au 12 en continu, un peu comme le The Event. C'est que des speedrunners, donc des gens qui jouent qui finissent des jeux vidéo le plus rapidement possible. Pour vous faire une description un peu rapide, ils se réunissent dans cette grande salle où il y a du public live et un live internet que les internautes peuvent regarder. Et voilà, donc c'est vraiment super intéressant, même pour ceux qui veulent se mettre un peu à regarder du speedrun, c'est très très intéressant. Et donc, il y a voilà. plein de jeux différents, c'est Il y a ça plein de jeux différents. T'as Il y a la liste des jeux un peu il y a des jeux très connus, ça va être du Skyrim, il va y avoir Mario 64, Mario Galaxy, Mario Odyssey, tous les jeux de speedrun, et il y a aussi des jeux pas connus du tout. Il va y avoir Nintendogs ou un truc comme ça. Nintendogs. Oui, Alors, voilà. le speedrun Nintendogs. Mais Ouais, oui, c'est quelque chose ça à donne regarder, à envie. mon avis. c'est-à-dire que c'est des gens qui vont exploiter des bugs ou des trucs comme ça, juste Ouais. en ouvrant un menu le plus vite possible, ça finit le jeu, Ouais. ou des trucs comme ça, quoi. D'ailleurs, petite question, à votre avis, combien de temps dure le speedrun de Skyrim, puisqu'on en parle? Jeu qui dure plus de 400-500 heures si on y joue normalement. Moi, je l'ai vu à 55 minutes il y a très longtemps, où c'était Bob Lennon Ouais. qui faisait C'était sur Speed Game. Oui, c'est
ça. Mais il y a maintenant, en fait, il y a le Broken %, ça dure quelque chose comme 9 minutes. Oh là Ouah. là. Il le C'est finit quand t'arrives sur à 9 trouver minutes. ton petit. Aucun ton petit respect bug, pour les ton petit- créateurs, quoi. Mais c'est, Il prend un seau, il saute sur le seau, il le remet au-dessus de lui, il saute sur le seau et il arrive à voler jusqu'à la fin du jeu comme ça. Et Hallucinant. c'est Elden Ring aussi. Elden Ring, ça a été battu en 8 minutes, je crois. Ouais. Il y a pas C'est longtemps. Ouais, ouais. Il exploite un bug, en fait, où il se met à un endroit, je sais plus quelle manip il fait, et il vole à travers la carte. Et vraiment, il arrive pile poil au bon endroit pour récupérer tel objet, et il arrive à un autre endroit, et tu te dis, oh ok, On joue pas au même jeu. je joue pas au même jeu. Quel jeu de merde. Le gars n'a pas du tout envie de s'amuser. Et c'est très drôle parce que ça se trouve, tu lui parles d'un détail dans le jeu et il dit, oh, je sais pas, moi j'ai jamais vu. Moi je le finis en 9 minutes, puis c'est bon. Oui, c'est ça. Tu vas passer à payer autre chose. 50 euros. Bon, eh bien, on va passer à la chronique. Alors, pour cette chronique, on espère que vous avez chaussé vos meilleurs écouteurs ou que l'option réduction de bruit sur votre cast audio est active parce qu'on va parler de séries audio avec Toto. Oui, je pense que maintenant vous commencez à nous connaître. On peut dire qu'on est tous plus ou moins friands de séries autour de la table. Oui. Je pense qu'on a tous au moins Netflix ou Prime ou Disney+. Ou les OCS. trois. Oui, trois. évidemment. N'en déplaise à notre compte en banque. Ou OCS, ou un abonnement Canal, ou Apple TV+, et puis maintenant il y a même Paramount+, et puis tout plein trop de plus, ça fait pas mal d'abonnements, et il y en a de tous les mois de plus en plus, et énormément de séries à mater, alors qu'on n'a pas forcément le temps de regarder tout ça éventuellement dans les transports, mais pas nécessairement, parce que certains prennent la voiture. Bref, on n'a pas le temps de regarder tout ça, et ça, nos plateformes de streaming audio l'ont bien compris. Je parle évidemment de Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais aussi des nouvelles comme Audible ou Sybil qui proposent de plus en plus des podcasts comme celui que vous êtes en train d'écouter, mais aussi et surtout des séries audio. Le phénomène n'est pas vraiment nouveau puisque déjà très tôt on écoutait des pièces de théâtre directement sur France Culture, ou alors nos amis américains pouvaient entre autres écouter La Guerre des Mondes, une adaptation du roman de H.G. Wells par Orson Welles, rien que ça, sur le réseau CBS en 1938. Et qui a fait Ça flipper date. pas mal de monde. Et en qui a plus. fait flipper Oui. pas mal de monde. Donc non, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a de plus en plus de propositions, de productions originales pour les plateformes ainsi qu'une mise en scène audio et un casting qui fait souvent bien envie. C'est ainsi qu'on peut découvrir le western Mort à l'aveugle, les policiers Dr. Death et As You Want, ou encore l'une des dernières séries en date, La disparition de Stephanie Mailer, une adaptation du roman de Joël Dicker par Anna Girardot, la Anne qui est dans la flamme, c'est bien elle. On retrouvera entre autres les voix d'Alice Belaïdi et Alice David, la meuf de Bref. J'adore La meuf de J'adore Joël Dicker. Je trouve que c'est un très très bon auteur de polar. Honnêtement, si vous connaissez pas. Ma mère m'a offert un livre de lui, je l'ai pas encore lu, Le mystère de la chambre 622 ou un truc comme ça. Ouais, Et Ouais, elle il m'a est dit super, qu'il est à celui-là. lire, ouais. absolument. Allez-y, lisez. Ayez confiance, c'est super. En gros, toutes les séries audio ont des épisodes d'environ 15-20 minutes, donc ce qui est parfait à écouter quand on va en cours ou au travail, pour des durées totales d'1h30, 2 heures, donc ce qui fait à peu près 5 à 8 épisodes en moyenne. J'en ai écouté moi-même quelques-unes de ces séries, mais pas toutes, parce que pour tout vous avouer, pour l'instant, je suis pas vraiment convaincu. Bien que le casting soit superbe et les ambiances au rendez-vous, j'ai trouvé le tout un peu trop propre dans ces séries. Et souvent, on nous décrit l'action qui est en train de se dérouler devant les yeux des personnages. On essaye alors de nous imposer les images que l'on doit s'imaginer à la manière d'un film, plutôt que de nous les suggérer. Et il faut dire qu'avant de découvrir toutes ces séries audio directement sur mon téléphone, j'en ai découvert une sur ma télé, c'est clairement la meilleure en tout point, celle qui surpasse toutes les autres. Je veux parler de Calls. Police secours, à votre écoute. Oui, bonjour, je vous appelle en fait pour vous signaler un comportement étrange devant ma maison. Votre nom et prénom, s'il vous plaît. Lisa Larcher. Très bien. Madame, vous êtes toujours là? Madame. Maintenant, décrivez-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. Il est chez moi. Calls, c'est une série créée par Timothée Hochet en 2017. Elle comporte 3 saisons, soit 27 épisodes au total qui durent chacun entre 10 à 15 minutes. Donc en gros, parfaitement les timings des séries audio dont tu parlais à l'instant. Tu parles de Timothée Hochet, mais tu peux me dire qui c'est et comment il est arrivé à la tête de cette série, quoi? Ouais, Timothée Hochet, il a un parcours qui peut en faire envier plus d'un, tellement il a de talent et de génie, enfin à mon sens en tout cas. Il démarre, accrochez-vous bien, sur YouTube.
il y a 12 ans. Il faisait d'abord quelques vidéos humoristiques, comme le faisait à l'époque Cyprien, pour ne citer que lui. Mais très vite, il va montrer son envie de faire des courts-métrages. Et c'est des courts-métrages comme on a pu en faire, vous et moi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas forcément beaucoup de moyens, mais en revanche, là où il se démarque, c'est qu'il avait déjà beaucoup d'idées et une véritable approche cinématographique. Avec toutes ces productions, on décèle quand même très vite son envie de cinéma de genre, encore trop peu représenté en France. C'est vrai que sur YouTube, c'était vraiment stylé les trucs qu'il faisait. Ouais, c'était fou. À chaque fois, c'était très fort, très impactant. Mais du coup, ces films seront de plus en plus qualitatifs, justement, et il se fait remarquer par Studio Bagel, boîte pour laquelle il devient réalisateur. C'est là où il affirmera son univers, où il se fera sa propre expérience professionnelle avec des courts-métrages comme Reverse ou Somnambule. En parallèle, en 2016, il réalise et poste sur sa chaîne YouTube personnelle un court-métrage sans images, Calls. Ce court va taper dans l'œil de la maison mère du studio Bagel, à savoir Canal+, qui va lui en proposer d'en faire une série. Et un an plus tard, il y a la première saison de 10 épisodes qui sort. Et de quoi ça parle ? Eh bien, chaque épisode de Calls nous présente divers enregistrements sonores qui sont témoins d'événements tragiques. Et le petit twist, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'image filmée avec les acteurs. Ce ne sont que des audios pris sur différents supports selon les épisodes. On a des appels téléphoniques, un dictaphone, des talkie-walkie, une émission de radio et encore plein d'autres. Ce que j'aime beaucoup, personnellement, avec cette série, c'est que tout appartient à l'histoire. Contrairement aux séries audio que j'ai écoutées, on n'a pas simplement posé le micro comme on se ferait balader une caméra pour raconter l'histoire. Le support audio, donc l'enregistrement, donc l'épisode en tant que tel, fait partie intégrante de l'histoire. C'est dans la diégèse, pour dire des grands mots un peu scientifiques et que j'ai vu à la fac. L'objet et l'enregistrement existent directement de l'univers de la série. C'est comme si l'enregistrement de cet épisode qu'on est en train de faire là était retrouvé et appartenait à l'univers de la série. Et bah ouais, pour faire simple, c'est comme dans Paranormal Activity, ou tous les films found footage que vous avez vus, genre Rec et compagnie. En général, la caméra fait partie de l'histoire. Elle est active et non passive. Ok, et c'est seulement ça que tu aimes dans la série ? Bah non, pas du tout, vous vous en doutez bien. D'abord, le genre, le fantastique qui est au cœur de la série. Le pauvre Hugo et ses relances. Pour sa défense, c'est moi qui les écris. Et j'ai écrit ça il y a quelques temps, donc c'est pas parfait. Mais non, tais-toi. Donc oui, d'abord le genre, le fantastique est au cœur de la série. On va évoquer le film d'horreur avec un exorcisme, le thriller avec des tueurs en série, le voyage spatial, les chasseurs de fantômes. Il y a même un épisode qui nous met, nous, spectateurs, à la place d'un enquêteur de la police. Dans quelle autre série tu vas pouvoir avoir tout ça ? Imagine seulement l'épisode du voyage spatial. Combien ça devrait coûter pour tout imager ? Là, la série nous offre une histoire incroyable, avec des images où, honnêtement, c'est les meilleures que j'aurais pu m'imaginer, puisque c'est moi-même qui les imagine. Ensuite, c'est pas seulement de l'horreur, tu vas aussi avoir majoritairement des vrais moments de drame ou de poésie, particulièrement grâce à l'interprétation des comédiens qui forment un casting complètement dingue. Peu de séries en France peuvent se vanter d'avoir un tel casting, t'as des acteurs vraiment excellents, je pense notamment à Mathieu Kassovitz, à Karine Viard, à Jérémy Régnier ou à Charlotte Lebon qui font très clairement le job, et d'autres qui sont ici totalement à contre-emploi comme Ramzy, Kian Kojandi, Baptiste Le Caplin ou Jérôme Niel, qui prouvent tous qu'ils sont de très très bons acteurs et qu'on peut les faire jouer dans d'autres registres. Il y a aussi François Civil, non, dans le premier épisode ? Ouais, il y a aussi François Civil dans le premier épisode, ouais. Jérôme Niel, ça m'étonne pas, il était dans Studio Bagel déjà. Ouais, il s'est révélé dans Studio Bagel. On se rend compte ouais. que il y a des liens. Dans la première saison, il a un peu ramené ses copains Timothée Mais Hochet. Jérôme Niel, il est trop qui t'a fort. confiance, Ouais, c'est c'est ça. logique. Il est trop fort, Jérôme Niel. Ah ouais, il est très bon acteur. Ils sont forts et je trouve que dans cette série particulièrement, ils montrent qu'ils sont pas juste entre guillemets les tutos. Ouais. Tu vois, Jérôme Niel en particulier. C'est pas juste YouTube. Ouais, c'est d'ailleurs, ça. tu le vois avec du coup Timothée Hochet, Ouais. qui n'est pas juste YouTube. Ouais, clairement pas. T'envoies ça. Et tout ce que j'admire le plus dans cette série, c'est tout ce grand mystère qui plane sur les 3 saisons de la série. Alors qu'on s'entende bien, les épisodes peuvent être tous vus individuellement, et l'histoire de chaque épisode présente vraiment une fin, même si celle-ci est ouverte. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément d'indices disséminés un peu partout pour que l'on puisse trouver quelques réponses qui soulèveront encore plus de questions. Ouais, on connaît ce genre de série comme Lost par exemple. Ouais, sauf que les indices sont pas nécessairement dans l'épisode en tant que tel. Par exemple, les épisodes commencent presque tous par une date ou une indication qui permet de savoir au fur et à mesure ce qu'il s'est passé avant ou après, parce que ce serait trop facile, les épisodes ils sont pas dans l'ordre chronologique des événements. Dans les génériques aussi, si t'es attentif, tu verras que le nom de certains personnages ou de certains acteurs revient assez souvent. Donc c'est pas une série que tu regardes comme ça quoi. Pas vraiment. En tout cas, si le mystère t'intéresse, la série va vraiment te demander d'être actif, de faire tes recherches toi-même dans les maigres indices qu'elle te donne. Et cette activité se retrouve dans le concept même de la série, puisque la mythologie qui est créée dans
et autour de la série est gigantesque et presque libre à toute interprétation. Comme tu n'as pas vraiment d'image, chacun se plongera dans son propre imaginaire et se fera les pires images possibles face à ce qu'il entend. Mais attends, j'y pense, t'es un peu en train de tricher là. Tu nous parles de séries audio depuis tout à l'heure, mais c'est dispo sur Canal+, pas sur Spotify ou Apple Podcast. Donc t'as forcément des images. J'imagine mal Canal+, me laisser face à un écran noir. Ouais, ok, bon, je triche un peu. Je voulais vous parler des séries audio au début pour vous dire... Allez, on écoutait, il y en a plein, il y en a vraiment des biens, mais honnêtement, c'est de Calls dont j'avais surtout envie de vous parler. Calls, c'est une série qui se regarde, même si pour de vrai, c'est considéré comme une série audio. Mais comme on est calé devant sa télé, sa tablette ou que sais-je, tu as raison. Il faut que des choses apparaissent à l'écran. Et c'est ça qui fait toute l'originalité de la série, et c'est certainement ça qui fait que j'apprécie beaucoup plus cette série que les autres disponibles sans écran. C'est parce que le peu qu'on nous montre nous donne énormément d'informations pour nous mettre dans les meilleures conditions d'imagination. On nous suggère les images, on aide notre imaginaire. On a surtout une retranscription complète de ce qui est dit ou entendu, mais ces sous-titres, habituellement rangés en bas de l'écran pour laisser la part belle à l'action, prennent ici tout l'écran et permettent de spatialiser encore mieux ce qu'il se passe, savoir où sont les personnages, où ils se déplacent, si déplacement il y a, et honnêtement, ça te propose aussi un rythme. Ça te met dans un rythme. Ça te permet aussi de retenir les noms et tout, t'as tout plein Ouais, t'as des nouveaux personnages à chaque épisode, là ça te permet de retenir un paquet de prénoms. Visuellement, ça te permet d'accrocher beaucoup plus facilement. Ça te permet aussi d'avoir des audios beaucoup plus proches de la réalité, moins propres, plus crades avec des bugs ou des passages clairement inaudibles. Puisque tout est réécrit sur l'écran, pas de panique, on comprend tout ce qui est dit. Et surtout, t'as un habillage en arrière-plan, des images abstraites, des jeux d'ombre et de lumière qui vont t'aider à imaginer le ton de l'épisode. Et ces habillages comportent parfois eux aussi certains indices ou certaines réponses si on fait pause au bon moment. J'aime vraiment parler de cette série et en parler au plus grand nombre parce que c'est un vrai bijou, cohérent de bout en bout, merveilleusement scénarisé et interprété, et encore une fois, on est un peu nos propres réalisateurs. C'est les images que je me fais ne seront pas celles que tu te fais, Hugo, ou que vous vous faites autour de la table et que les personnes qui nous écoutent se feront. Et du coup, il y a plein de théories sur les menaces ou les monstres qui apparaissent dans la série. Et du coup, ce sera un peu comme une série dont vous êtes le réal, quoi. C'est exactement ça. Ouais, je t'ai écrit ça. Ouais. Et je t'ai mis entre parenthèses, comme les livres dont vous êtes le héros. C'est exactement ça. Et c'est une expérience immersive qui est vraiment à vivre, à mon sens. Et honnêtement, 27 épisodes de 15 minutes, ça se regarde super vite. En tout cas, le concept est tellement rafraîchissant et novateur que les Américains ont directement mis leur grappin dessus. Et si, comme moi, ces 3 saisons françaises ne vous suffisent pas, que vous en voulez plus, Apple TV+ vous propose encore 9 nouveaux épisodes. Mais regarde-les, ces opportunistes d'Américains. Ils ont vu du bif, ils ont fait... Et elle est bien la série américaine. Du coup, Non, mais c'est surtout que oui, c'est c'est comme ça. d'hab, les Américains, ils peuvent pas regarder un programme en français, et donc du coup, il faut qu'ils le réadaptent en... Et du coup, oui, non, mais c'est ça. Calls version US, c'est comme Calls version française. Honnêtement, non, on s'en doutait. Le concept reste le même et il tient en une saison de 9 épisodes, un peu plus long cependant, plutôt 15-20 minutes par épisode. Mais en revanche, il y a moins le côté grand mystère et mythologie de la série mère. Mais ce qui est appréciable pour le coup, c'est qu'on a toutes les réponses à nos questions à la fin de la saison. Là où Timothée Hochet a laissé beaucoup de zones floues et même en interview, il répond rarement « c'est exactement ça qu'il se passe », ici, on nous accompagne vraiment pour avoir un tout très compréhensible. Avec Calls US, je ressens personnellement plus une approche à la Twilight Zone, la 4e dimension, avec des épisodes plus indépendants les uns des autres, une anthologie téléphonique en gros. C'est moins les petites histoires qui racontent la grande. Bon, Mais le par concept contre, est moins cool. Ouais. le concept est moins cool, mais ça se tient. Pour les Ouais. Américains qui ont la flemme de Oui, réfléchir, c'est deux publics de différents. réfléchir. C'est ça. Ouais, quand on réfléchit à ce qu'on dit, c'est ils ont la flemme d'avoir une langue étrangère. Ils ont la flemme d'avoir une langue étrangère. Et ils ont la flemme de réfléchir. Mais Ils ont de la toute façon, ils parlent pas anglais, ils parlent américain. Voilà. C'est ça. Donc, De toute façon, les Américains, quand ils doivent sous-titrer un film, ils le refont. Parce que tu vois, moi j'avais l'exemple de LOL, le film, Oui. et c'est pareil. Ah ouais Il y a une version américaine de LOL. Attends, on l'a fait en français, les Américains ont refait un film. Mais pour le C'est pas coup, vrai. la version américaine de LOL, c'est la même réalisatrice. Ah, Comme pour, comment il s'appelle, Guillaume Canet, il a refait un de ses films, il me semble que c'est Ne le dis à personne, qu'il a refait aux États-Unis avec ses Blood Ties. Je suis pas certain de cette non, info. c'est pas du tout le même film. C'est pas du tout le même film Non. parce Non. qu'il avait fait un truc aux Non, mais Blood États-Unis. Ties, c'est bien, mais c'est pas du tout. C'est pas Blood la Ties, même c'est histoire. un film français. Non. C'est Canet C'est qui l'a Canet qui l'a réalisé. fait, Ça, j'en suis mais sûr. c'est qu'avec des Il me acteurs semblait américains. il me semblait avoir vu que c'était un remake. Je me demande si c'est pas Frère de sang ou un truc comme ça. Oui, c'est Si, ça. c'est Blood Canet Ties. qui l'a fait. Oui, c'est Canet Ah, qui l'a attendez, vous fait mettez et c'est un- En avec français. François Cluzet et... Ah, d'accord. Bah oui, alors c'est et ça. Guillaume Canet. Je crois que c'est ça. Ok. Parce que je sais que c'est un remake qu'a fait Guillaume Canet lui-même. De son propre De son film. propre Mais d'ailleurs, film le aux film- États-Unis. Le film français est hyper bien. Je l'ai pas vu, donc je vous avouerai que j'irai le voir.
Mais pour le coup, Calls US, par contre, le casting de Calls US fait tout autant envie. C'est mis en boîte par Fede Alvarez, le réalisateur du remake Devil Dead, mais surtout de l'excellent Don't Breathe. Il réunit à son micro des voix comme le Mandalorien Pedro Pascal, le coup de cul Aaron Taylor Johnson, la parisienne. Pardon. le Kick-Ass Aaron Taylor Johnson. Oh, il fait des blagues. Je l'avais pas. Oh, il s'arrête jamais. La parisienne Lily Collins ou encore la géniale Rosario Dawson pour ne citer que. Et si en revanche vous êtes plutôt VF, ben vous serez aussi pas mal servi puisque de grandes voix se sont prêtées au jeu comme Bruno Choel, la voix de Johnny Depp de Matthew McConaughey, Damien Whittaker, la voix de DiCaprio de Tobey Maguire dans Spider-Man par exemple, Emmanuel Curtil, la voix de Jim Carrey, Chandler dans Friends ou encore Donald Renew, Andrew Garfield, il est dans tous les bons coups, lui, hein. Jesse Eisenberg, le jeu Eisenberg bien sûr, le jeu Spider-Man pour ne citer que. Donc il y a 2 Spider-Man dans la série. Il y a 2 Spider-Man dans la série. C'est juste Spider-Man 3, Into the Spider-Verse. Sans le spoil d'un mauvais film, ça. On préférera cependant évidemment notre exception française, mais ça permet de prolonger l'expérience et l'immersion si agréable de la série mère. Et du coup, ce concept de série audio qui se regarde, c'est tout nouveau. Visiblement, ça t'a beaucoup plu. J'imagine que tu n'es pas le seul. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut revoir à l'avenir ? Et ben jusqu'à présent, depuis le 2017, on a eu que Calls et sa version américaine. Mais, grand mais, Canal+ a commencé à faire la promo d'une nouvelle création originale, Babyphone, la fiction audio d'Anna Girardot. Donc si vous avez suivi, c'est déjà elle qui a la casquette de réalisatrice de projets audio avec la disparition de Stephanie Meyer, mais sur des plateformes uniquement audio. Et pour l'instant, on n'a que ça, mais mon sens de l'araignée s'est éveillé et je pense qu'on peut avoir un nouveau chapitre dans ce concept de série audio qui se regarde, et autant vous dire que j'ai hâte de voir ça, ça sort le 13 janvier sur Canal+, on en reparlera. Eh ben ok Thomas, merci pour tout ça. Donc si on veut voir Calls version française et version US, on mate ça où ? Eh ben tout est dispo sur Canal+, et si jamais vous avez un abonnement Apple TV+, la version US est aussi dispo, comme c'est eux qui l'ont produite. D'accord. Mais si j'ai pas Canal, parce que tu nous promets une expérience, mais admettons j'aime pas, ça m'embêterait d'avoir pris un abonnement exprès pour ça. Et ben pour découvrir le concept, t'as le court-métrage originel, qui est en gros la V1 du premier épisode de la série, avec Timothée Hanchet en acteur principal d'ailleurs, c'est rigolo, directement dispo sur YouTube. Il suffit de taper Calls et tu devrais le trouver sans problème. Et en bonus, si ça t'a plu, mais que t'as pas envie de voir disons la V2, Canal+ a mis quelques épisodes en entier et gratuitement sur YouTube. De quoi vous faire frissonner et entrer dans ce grand mystère qu'est Calls. Eh ben, merci beaucoup Thomas, c'était vraiment trop chouette. C'était trop bien. Et ça m'intéresse au plus haut point. Et maintenant, divagons. Eh ben moi j'adore le format. Honnêtement, le format audio, je pense que ça, étonnamment, quand on enlève les images, j'ai l'impression que ça rajoute quelque chose. Ça oblige les gens à repenser leur format. Depuis le donjon de Nullbuck. Voilà, c'est ça. Mais en vrai, c'est clairement une série audio qui fonctionnait super bien, alors que je pense que c'est le truc qui a lancé tous les gens de notre génération un peu à la série audio. Clairement. Mais du coup, j'adore ce Thomas. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Le donjon de Nullbuck, tu vois pas ce que c'est ? Je vois pas du tout de quoi. C'est Mais une le grosse jugez parodie pas, voyons. de Non, on le juge Anneaux pas, et c'est juste qu'on est étonné. en audio. Grosse C'est- parodie. C'est incroyable. en gros, c'est un JDR. Ok. C'est un jeu de rôle où c'est vu du point de vue des personnages, comme si c'était une aventure. Ouais. C'est une comédie totalement loufoque. Fait par Et, une seule personne d'ailleurs, fait qui par fait une toutes seule les personne. voix. Toutes les voix Qui fait Et toutes c'est les voix. assez impressionnant. Il fait toutes les voix. Ouais. Il Ah modifie ouais. simplement sa voix, comme pour faire le nain, il l'accélère, par exemple. Ouais. Et alors, Mais oui, je c'est pense très que ça a un peu vieilli, Ouais. mais vraiment, c'est un truc. Ça vaut toujours le coup, c'est à tu mourir de vois, rire. là, C'est très j'en marrant. parle à tous ceux qui sont autour de cette table, Ouais. à part toi. Non, mais après, moi, j'ai vu Pardon. quelques épisodes, mais j'ai jamais fini. Faudrait que j'essaye. C'est un humour C'est parce très années qu'on est des 2000. gros Ouais, c'est geekos. particulier maintenant, quand même. Ouais, bah c'est un humour assez potache, C'est un- ouais. avec des petites c'est blagues ça. sur les femmes. Bon voilà, c'est un humour qui a un peu vieilli, mais bon pour les nostalgiques, oula, je sais pas où je vais. Les nostalgiques du donjon de Nullbuck. C'est une pente glissante. C'est agréable d'écouter en ayant évidemment un regard critique sur la série et sur ses blagues. Voilà. Ok, il est ressorti de son trou. L'échappée belle. Non mais incroyable cette série, moi je l'ai regardée grâce à Thomas Calls qui me l'avait conseillé, c'est incroyable, il y a tout qui est bien. Je le regardais avec un petit calepin, je prenais des notes pour essayer de comprendre. Tu te sens vraiment détective, un peu plus les tissettes et des fils rouges entre les personnages pour essayer de comprendre les liens et tout. Non c'est incroyable, faut vraiment le voir, c'est vraiment une très 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 belle découverte. Là je t'embrasserai bien si tu continues à me regarder comme ça. Toi. Mais moi, j'avais vu il y a très longtemps ces premiers épisodes quand ils étaient sortis, parce que moi je le suivais à l'époque de Cyprien
celui dont on ne prononcera pas le nom, Oui. Mr V, etc. On l'a tous. Donc, mais il faisait des vidéos qui étaient vraiment super belles, puis il est passé à Calls, et moi c'était un peu une époque où ça m'attirait pas Mhm. tellement. Parlais pas. Je crois que j'avais regardé un épisode, et j'avais quand même trouvé ça cool, parce que de toute façon, ce mec est doué, Ouais, de ouf. qu'on le veuille ou non. Mais d'ailleurs, il est réel sur tellement de choses à côté. Bah, il y a plein de choses estampillées Studio Bagel Ouais. où en fait il est là et tu te dis putain mais on Bah, savait pas qu'il était là. Les sketch shows de Mr V, par exemple. Les sketch shows Il y de en a Mr. plein V. où c'est lui. Il réalise ou il est auteur Il réalise. Il fait un peu des deux. Là Ouais, par il fait exemple un peu t'as Mr. Poulpe, bien sûr, Monsieur Poulpe tout court, Ouais. qui fait les frères Pétou, je crois Oui. que c'est ça la ouais, série. ça a démarré là. Et ben c'est J'ai pas Timothée. regardé, mais le nom me termine. Oui, bah, c'est à peu près cet humour-là. C'est Mmh. Timothée Vraiment, et c'est très Hochet drôle. Il qui joue a tous les bossé rôles. avec Monsieur Poulpe. Oui, oui, Ils c'est ont le- bossé ensemble, il a scénarisé. Ouais, non, mais lui, c'est un. Enfin, c'est Ouais. dingue. Enfin, Mm. c'est fou. Mm. Il peut tout faire, ce mec. Ouais. Et j'ai hâte de voir son. Enfin, si un jour il fait un film de cinéma, ce qui va arriver, qui Bah, va en être fait, produit c'est- par Canal+. Je pense que c'était son but à lui quand il a commencé, parce que souvent il avait fait une ou deux FAQ par l'époque, comme on dit, et c'était vraiment hyper intéressant parce que tu voyais que lui c'est tout ce qui c'est un fan de péloche quoi. Bah oui, carrément. C'est un fan depuis. Mon Dieu. Tu rigoles ou quoi? Mais ouais, mais clairement, c'est vrai qu'il a. On a perdu Thomas. Ouais, pardon. Mais c'est vrai clairement qu'il il garde ce côté très artisanal en fait dans ce qu'il fait. Et ça, c'est super agréable, c'est qu'il tombe pas dans les travers des grosses productions. Le gars est terroir. Le gars est Ouais. terroir. Mais du coup, c'est ce qui donne envie de voir une production où il a plus de budget parce qu'on sent que lui, il a une vision, il est là pour faire pas du cinéma, mais son cinéma quoi. Mais moi j'ai hâte de voir ça, c'est de le voir avec un gros budget, parce Ouais, que voilà. on le voit avec des budgets plutôt moyens avec le studio Bagel, même si quand tu commences dans ta chambre pour faire des vidéos YouTube, je pense que quand tu arrives chez Studio Bagel et qu'ils t'allouent le budget qu'ils peuvent t'allouer, tu dois te dire oh putain c'est quoi ce C'est paquet de géant, pognon, ouais, et de tu ouf. trouves ça incroyable. Et jusqu'ici moi j'ai trouvé qu'il avait toujours réussi avec le budget qu'on lui donnait et le budget qu'il avait quoi, à faire tout. Et, Ouais, après, c'est- peut-être que les producteurs sont moins chiants aussi que pour un long métrage, et là, du coup, ils te laissent Ah, je Comment sais pas. hein. un C'est choix. T'as un c'est peu le Canal+. truc, un peu hein. d'un foot plein. C'est Canal+, hein. C'est Bolloré. Oh là, oh là. Ouh là Alors, là. attention, hein. Ouh là là. Ici on parle de tout sauf de Bolloré. Voilà. On crache pas dans la main qui te donne l'argent. Là. Ah, d'ailleurs, je viens de recevoir un SMS, il nous rachète l'émission. Merci Vincent, tu as toujours fait de très belles choses pour le cinéma français. Oh, allez. Coup de pied dans la fourmilière. Allez. Petit point de montage. Petit point de montage. Petit peu de montage, il y aura un bip. En tout cas, moi, c'est une série qui me donne envie de regarder parce que t'as le côté un peu fantastique, en même temps t'as le côté thriller, enquête. En effet, tu interagis, mais on te demande vraiment d'être concentré et de mener ta petite enquête dans ta tête. Et c'est un truc qui peut être hyper sympa. Alors mon seul problème, c'est que je pense que c'est une série que je binge-watcherai totalement. Ben, faut Ouais, le mais faire, presque. oui, mais en même temps, j'ai l'impression que tu perds un peu des infos quand tu fais ça. Parce que tu regardes tellement de trucs, t'as tout qui se mélange d'un coup dans ta tête, alors que peut-être que si tu vois, t'écoutes 2 Bah. épisodes, tu t'en souviens mieux, et quand tu regardes, Binge watch avec un calepin. Ouais, mais ça a été du ma coup, je technique. pense que c'est intéressant de faire comme Thomas a dit, de regarder les 10 épisodes sur YouTube. Il n'y en a Et pas de- 10. pas Non, dix, hein. il n'y en a pas 10. Non, t'en as 2 ou 3. En gros, le premier épisode, Ouais. qui est son court-métrage, est sur YouTube. Et après, Canal a mis, de mémoire, t'as 2 épisodes de la saison 1, un épisode de la saison 2 et encore un épisode de la saison 3. c'était pour D'accord, faire la ok, promo ouais. à l'époque. Oui, voilà, c'est ça. Ok. C'est pour faire la promo parce que c'est un concept tellement particulier Ouais. que j'imagine que Canal a dit bon, ben, d'accord, on va mettre des choses gratuitement sur YouTube parce que Studio Bagel vient aussi de YouTube. Donc, il y a Ouais, tout ouais. un truc comme ça de. Oui, et puis les gens, ça leur parle pas directement de se dire je vais regarder une série avec pas d'images Sans ou très images, peu ouais. d'images ou juste des images d'ambiance. Donc si t'as pas un petit exemple du rendu, je pense que les gens J'ai cliquent même essayé, pas, quoi. j'ai essayé de vendre ça à mes parents, de dire regardez ça, c'est super. Ils m'ont dit d'accord, c'est quoi? Je dis c'est une série audio, il y a les images que t'as, il y a pas d'acteur. Ils m'ont dit pardon. Il a levé les yeux, ils étaient plus dans la pièce. Ils étaient plus là. Ils avaient disparu. J'étais renié. Ouais, après c'est pas évident, je pense, pour un certain public aussi. Oui, carrément. Puis il faut aimer la SF, il faut aimer réfléchir, voilà. On pense à 1899 Qui a été annulé. qui a été annulé, donc Tristesse.
Merci Netflix pour les décisions débiles Voilà. Du coup, depuis quelques temps, là. Ouais, mais tu vois, c'est assez représentatif d'une pensée de certaines personnes qui se disent des séries qui font réfléchir, ça attire pas les gens, en tout cas selon eux. Et du coup, voilà, alors que moi je pense que c'est surtout un truc d'immédiateté en fait. On est tellement. Alors, excusez-moi, je vais. On peut plus rien dire en 2022. Non, j'allais dire encore une fois coup de pied dans la fourmilière, mais bonne année. C'est juste qu'on a tellement l'habitude d'avoir toutes les informations directement, de consommer les choses directement, qu'on laisse pas le temps à la réflexion. Et du coup, c'est pour ça l'exemple flagrant, c'est Netflix qui déprogramme des séries qui sont pourtant hyper prometteuses, juste parce que les gens réagissent pas automatiquement. Ils attendent 1 ou 2 mois. Enfin, moi, par exemple, 1899, c'est ça. C'est une série que j'ai envie de regarder, mais c'est une série, j'ai envie de prendre du temps pour la regarder. Donc là, période de Noël, les fêtes, etc., pour moi, c'était pas du tout le moment. Mais qui sait, dans 2 mois, tout le monde a regardé la série et dit on veut absolument d'autres saisons, et ce sera trop tard, quoi. Puis le gros souci qu'il y a, c'est que, ce que je disais au début, t'as de plus en plus de plateformes. Maintenant, t'as Paramount Plus qui arrive, on sait qu'il va y avoir Warner Plus qui va arriver, t'as Lionsgate Plus, il me semble que c'est Lionsgate, t'as tellement de plateformes différentes. Tout le monde n'a pas le budget pour être sur toutes les plateformes. Et du coup, tout le monde n'a pas le budget, et donc du coup, chaque plateforme fait ses propres productions originales, donc essaye d'attirer du monde, etc. Mais au bout d'un moment, on peut pas tout regarder non plus, quoi. Donc faut faire aussi des choix. Moi, ma priorité, c'est 1899, par exemple. Quand j'ai vu ça, j'ai tout regardé le jour même. C'est pas Emily in Paris, sauf qu'il y a beaucoup de gens, c'est Emily in Paris. Je vous en supplie, arrêtez de parler d'Emily in Paris. J'ai pas regardé la série, mais je n'en peux plus d'en bouffer sur Instagram, sur YouTube, dans les articles de tout et n'importe quoi. Dans le métro. Oh là là. Et le souci qu'il y a, c'est que ils vont certainement partir sur une 4e saison. Vu comme c'est parti, ça a fait un carton, donc ils vont certainement partir sur une 4e saison. Elite, par exemple, que je n'ai jamais vu, j'ai vu qu'il y avait déjà 6 saisons. Ça parle de quoi? Mais Regardent en fait, c'est ça qui est fou. Ça parle de quoi? Après, c'est qu'il y a plein de gens qui regardent. Non, mais c'est qu'il y a c'est qu'il y a du public quand même. Un truc de lycée où ils sont un petit peu chauds tous ensemble. Ah ouais, d'accord. C'est une série C'est un truc de teenage, gosses de riches. Ouais, c'est un peu comme Sex Education, là, les trucs qui étaient sortis de ce genre-là, non? Ouais, en fait, il y a beaucoup de séries Ah non, qui se Sex ressemblent. Education, ça n'a rien à voir. Mais t'as quand même beaucoup de séries qui se ressemblent un petit peu dans le thème ou dans le fond, ou de loin, quand tu regardes pas forcément la série en profondeur, mais de loin, qui continuent d'être produites, là où t'as des petites fulgurances, entre guillemets, qui sont plus produites, et je trouve ça dommage. Par exemple, c'est un truc bête, mais j'ai regardé le début de Hartley Cœur à Vif, la nouvelle... comment dire Nouvelle version, le remake. La nouvelle version, le remake. C'était nulot, ça, la première version. Et alors, moi, j'ai jamais regardé la première version, mais là, je regarde curiosité oblige, je regarde un petit peu ce remake-là. Et en fait, je trouve ça trop similaire à Sex Education. Là où je trouve que, justement, Sex Education avait amené autre chose, un peu à la Skins, etc. C'est justement parce que ça a marché. Et oui, mais bon, c'est c'est chiant, quoi. Bah, Désolé des termes, mais c'est chiant parce que... Ça a toujours été comme ça, en fait. Ouais. Un truc qui marche, t'en as 30 derrière. Regarde, ils font Game of Thrones, derrière, t'as Les Anneaux de Pouvoir, t'as House of the Dragon, t'as tout le monde qui essaye de jeter sur des trucs Heroic Fantasy parce que ça remarche, en fait. La Roue du Temps, sur Prime. Non, pardon. Personne n'a vu cette série, pardon. Mais mais de toute façon, c'est ça, l'histoire de l'art, c'est comme ça. C'est toujours été des gens qui innovent en faisant des choses et beaucoup de suiveurs qui sont derrière et qui font des choses un peu oubliables, voilà. Et en plus, aujourd'hui, on a envie qu'une série nous plaise tout de suite. C'est-à-dire, dès le premier épisode, on veut se prendre une claque énorme. Et il y a plein de séries pour qui c'est dommageable parce que c'est des séries qu'on apprécie sur la durée. Je parle par exemple de The Office, la version américaine, où la première saison, elle est catastrophique. Elle est inregardable. Et à partir de la 2e saison, ça devient un chef-d'œuvre, quoi. Un chef-d'œuvre des années 2010. Et ça, il faut se donner le mal de regarder la première saison en entier, quoi. Netflix, il y a 2 ans, jamais ça aurait vu c'est terminé. La saison 2, quoi. C'est terminé. Il y aurait eu la saison 1, tout le monde aurait craché dessus et pas de saison 2, Ouais, pas de mais saison on en 3. discutait la dernière fois et Thomas et Hugo expliquaient que c'est parce qu'ils avaient vraiment essayé de copier la série, la version britannique et que, en fait, très certainement, c'est un humour qui correspond pas du tout aux Américains et qui, si c'est fait par des acteurs américains et un réalisateur américain, ça ne peut pas fonctionner. Donc finalement, la saison 2, ce que vous disiez, c'est qu'elle fonctionne beaucoup mieux parce qu'ils ont revu leur copie et ils ont adapté ça au public américain. Ouais, mais du coup, s'il n'y avait pas eu la chance qu'on a donnée à la série, de la saison 1 n'a pas marché, mais on vous donne la chance d'avoir la saison 2, on n'aurait pas eu un miracle. Ouais. Là où 1899, c'est terminé. Il devait y avoir 3 saisons, c'est ça? Il devait y avoir 3 saisons à la base. C'est pas et bah terminé. Elle a fonctionné, mais pas assez pour Netflix. Ouais, c'est ça, pas assez. Et parce que les gens se sont rués sur...
Je sais pas, au Emily hasard, in The Paris. Crown, Emily in Paris, Royal. Money Heist Korea. Ah non, personne l'a vu, ça non plus. Eh ben, on va passer au reco. Qu'est-ce que vous Ouais, en oui. pensez, Bah les ouais, copains pourquoi pas. Ça vous va? Ah, parce que là, on Alors. était lancé, on se serait jamais arrêté. Est-ce que tu veux commencer, Candice? Bah oui, je peux commencer. Eh ben, commence alors. Moi, je vais vous parler d'une auteure, Margaret Lindholm, mais que vous ne connaissez pas sous ce nom-là. Vous la connaissez sous le nom de Robin Hobb. Oui. Peut-être, ouais, vous avez Oui. déjà entendu. Je pense que je vais pas apprendre quelque chose de nouveau à tout le monde parce que c'est quand même, elle a écrit des sagas qui sont relativement connues. Mais voilà, moi je suis retombée dessus l'autre jour et je les ai lus en français, je les ai lus en anglais. Dans tous les cas, je trouve ça génial. Et donc c'est l'auteur de L'Assassin Royal, entre autres. C'est une série médiévale fantastique. Vous allez retrouver beaucoup de cycles. Le premier cycle commence avec l'histoire de Fitz Chevalery. On commence à le suivre à partir de ses 6 ans. Et il s'avère que c'est l'enfant illégitime de sang royal. Et ça va bouleverser quelque peu le cycle du destin de ce royaume-là, parce qu'il a des capacités particulières et il n'était pas censé être toujours dans le coin, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, dans cette saga, il va être question de survie, d'intrigue au sein de la cour. Vous allez trouver des personnages complexes mais toujours attachants. C'est un vrai voyage initiatique. On vous embarque à travers tout le royaume et on vous tient pendant 3 cycles. Alors, je dis 3 cycles, je vous invite pas à tout lire d'un coup parce que vous allez voir la taille des bouquins. Vous avez à peu près 800 pages, je pense. Ah oui, Oui. Mais- Par bouquin. On a de la marge. Ouais, mais si vous... Par bouquin ou en tout? Par non, bouquin, par par bouquin. bouquin. C'est pour ça qu'on vous a recommandé oui. Audible. Alors, je pense que très certainement, vous pouvez les trouver sur Audible, parce que maintenant, ça fait un petit moment. L'Assassin Royal, c'est sorti en 95. Ah oui. Donc, Oui, d'accord. J'étais pas né. Comme le poisson. et je vais... Oh là là. Ah ouais, ça vole pas haut, la Moyanou. Ah là Bienvenue là. sur EHPAD FM. En tout cas, tout ça pour dire que si vous accrochez à cet univers, vous avez de la lecture, parce que vous avez 2 trilogies pour l'Assassin Royal, vous avez une trilogie pour Le Fou et l'Assassin que je recommande, qui est vraiment hyper intéressant, une trilogie pour les Aventuriers de la mer. Là, vous allez avoir affaire à toute une grande famille qui vivent sur des bateaux vivants et Ok. qui sillonnent le territoire, et c'est hyper passionnant aussi. Et enfin, une tétralogie pour La Cité des Anciens. Et là, on va être dans quelque chose de sagesse, de mythologique, mais toujours d'intrigue un peu royale et de meurtre et d'autres choses. D'accord. Pardonne mon ignorance, c'est quoi une tétralogie? C'est 4 bouquins. C'est ça. Ah ouais, comme ça. Comme quoi, je suis pas le plus malin du groupe. Hein. Mais en tout cas, vous avez vraiment de la lecture sur le long terme. Je vous les conseille. Moi, c'est des bouquins que j'ai dévorés. Je fais des pauses parce que quand même, ça fait beaucoup Ouais, d'informations. ouais, ça a l'air d'être. Ardos. Tétra, c'est 3, hein, c'est pas 4. Hein. Non, Non, trilogie. Trilogie, c'est 3. Tétra, Trilogie, c'est 4. Tétra, c'est Tétra, c'est 4. quatre. Et ben voilà, vous C'est voyez. comme tétraplégique. C'est les 4 membres. C'est vrai C'est vrai, ça prend du C'est sens. un lien avec la ouais, trilogie, c'est la vrai. tétralogie Et des ben voilà, anciens. je vais finir par. C'est une auteure très prolifique et Ouais. puis bonne lecture à vous. Bah, Et super. merci Candice, surtout que beaucoup. c'est super cool de recommander des auteurs slash autrices, je sais plus comment on dit, je crois qu'on dit les deux, non? Ouais, vous pouvez dire écrivaine, auteur avec un E, autrice. C'est Et- un peu à votre bon vouloir. Bah c'est cool de recommander du médiéval fantasy écrit par des auteurs, parce qu'on là comme ça, moi à part elle, j'en vois pas beaucoup. Ouais, Donc, t'en as tu vois. quelques-unes, mais en fait c'est surtout que t'as beaucoup de noms d'auteurs, de noms d'emprunts, autre chose comme ça. Elle justement, elle publie pas sous son vrai nom, et d'ailleurs elle a plusieurs noms d'auteurs avec lesquels elle publie en fonction des bouquins. Pour éviter Donc- de se faire enfermer dans une case de j'écris. Ouais, de je la pense que fantasy c'est ou- aussi une façon de mettre de la distance avec. Oui, de se protéger un peu, quoi. Se protéger un peu. Et puis de toute façon, des femmes auteurs, t'en as énormément qui ont un nom d'emprunt. Hein. Ouais. Parce que sinon, Genre. pendant très longtemps, elles n'étaient pas publiées de toute façon. Donc, Genre Fred Vargas. Fred Vargas, arrêtez. George Je vous fais une Sand. chronique bientôt sur Fred Vargas parce que c'est vraiment l'auteur de ma vie. Yannou, ta Oui. reco. Oui, alors bah moi pour ne pas changer d'habitude, je vais vous parler d'un animé qui vient de finir Le de Windows. sortir. Hein Pardon, j'ai. Ouais, pas les mots. Non, mais chacun son domaine, chacun son Oui, t'es un domaine. vrai otaku. Non, mais bon, voilà, il vient de finir de sortir sur la plateforme Crunchyroll. C'est Chainsaw Man, donc Oui. adapté du manga de Tatsuki Fujimoto. Et donc c'est un animé qui a beaucoup fait parler les derniers mois, les 3 derniers mois, puisque ça sortait un épisode par semaine et qui en a 12, je crois. Parce que c'est un shonen, donc shonen c'est en général c'est ce que tu peux avoir à la Naruto. Bon, c'est pour faire un gros cliché, je vais me faire taper sur les doigts, mais voilà, c'est l'idée de ce personnage qui va tout faire pour réussir.
Et bah là c'est un shonen qui brise complètement les codes, avec un personnage principal qui est aux antipodes de ce qu'on a l'habitude. Il s'appelle Denji, il est dénué de tout principe, il est complètement dépravé, il évolue dans un monde rempli de démons qui ne vaut pas mieux que lui. Et il va avoir la bonne idée de se lier avec un démon qui se fait appeler le démon des tronçonneuses. Donc ça donne un personnage aussi fou complètement taré. Ça fait un bon cocktail. Je vous laisse imaginer d'ailleurs le résultat d'un démon tronçonneuse avec un personnage complètement fou allié. Ça donne un truc bien sanglant, c'est pas censuré, ce qui est assez rare dans l'animation japonaise. Et en plus de ça, l'histoire est top, l'animation est top aussi. Ce qui est surprenant en plus, puisqu'ils utilisent énormément de CGI. Moi d'habitude, j'aime pas ça. La CGI, c'est l'animation 3D. Et en général, c'est assez moche. Mais là, c'est super joli. Il y a des lumières de dingue. Enfin, je sais pas, la DA est trop forte. Et ils avaient pas utilisé CGI pour une saison de L'Attaque des Titans. Ouais, c'est ça. Si. Okay. Ça avait fait polémique. C'est la saison qui est un peu moins cool visuellement, justement. Mais pour le coup, ils auraient utilisé ce genre de CGI là, ça n'aurait pas fait débat. Et d'ailleurs, c'est adapté par le studio Mappa, le même qui a fait... Monster Non, l'Attaque des Titans. Ah, l'Attaque des Titans. Enfin, les dernières saisons qui, justement, ont fait débat. Non, franchement, c'est top. Et si vous avez envie de voir du sang, des coups de tronçonneuse et des personnages un peu fifous... Mais c'est pas pour les enfants, alors c'est plus pour les ados. C'est pas adultes. du tout pour les enfants. Ce Voilà. n'est pas... Moins de 16 ans, pas recommandé. Les gens un peu sensibles s'abstenir, du coup. Les gens qui n'aiment pas le sang, s'abstenir. Les gens qui n'aiment pas la violence gratuite, s'abstenir. Oui, parce j'ai qu'elle est vu vraiment qu'il y avait. gratuite. D'ailleurs, j'ai vu à un moment, j'ai vu une vidéo passer où il y a un des personnages qui utilise son sang comme arme. Il le transforme en lance ou un truc comme ça. Il s'ouvre les poignets pour faire ses Ah, c'est fun. Propre. Non, alors, c'est paraît très trash, dit comme ça, c'est vraiment ça à mourir de rire. Il faut le regarder. Brieux, Ah, moi, je me bidonne. Voilà, visiblement, on n'a pas le même humour. Brieux, ta reco. Ouais, alors moi, je viens de me rendre compte que j'ai fait une recommandation full police. Mais sans faire exprès. Puisque l'actuel parle de police et ma recommandation parle de police puisque je vais vous parler de la série Canal+, Paris Police 1905, donc qui est une suite de Paris Police 1900, qui est plus une saison 2 qu'une autre série qui prendrait la suite en fait. Il y a les mêmes personnages, ça se passe simplement 5 ans plus tard. Donc c'est une série de Fabien Nury avec Jérémy Laheurte, Evelyne Brochu ou encore le grand Christian Eck que j'adore, qui est exceptionnel en plus dans cette série-là, qui joue Bertillon, qui est toujours aussi flamboyante. C'est d'ailleurs le premier personnage qu'on voit quand on regarde le premier épisode. Alors, de quoi ça parle ? Nous sommes à Noël 1904, à Paris, et le blanc immaculé de la neige est contrasté par celui d'un corps retrouvé en plein milieu du bois de Boulogne. C'est poétique. C'est beau. C'est un suicide, du moins, c'est ce qu'on aimerait bien nous laisser penser. Et alors, Antoine Jouin, inspecteur de police, est chargé de l'affaire. Et son enquête va le mener sur le territoire clandestin du vice, de la violence et de la corruption qui gangrène la capitale. Waouh, le pitch est cool. Le pitch est cool, la reproduction de la société de l'époque est magnifique, les décors sont magnifiques, les C'est lumières fidèle, sont ouais. très bien, c'est très très fidèle. Il y a aussi des sujets propres à l'époque qui sont abordés, comme la séparation de l'Église et de l'État, qui je rappelle a lieu quelques mois plus tard, puisque ça a lieu en 1905, on est en Noël 1904. Ça parle également, et c'est ça que j'aime bien dans les séries d'époque, de la société de l'époque, mais ça s'adresse à nous actuellement, donc on voit les progrès qu'on a fait vis-à-vis des homosexuels, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de toutes ces choses-là, et des progrès qu'on a encore à faire, puisqu'on se rend compte qu'on n'est pas si différent finalement de ces personnes de cette époque-là. Donc c'est une bonne série, l'intrigue parfois est un peu cousue de fil blanc, mais ça reste quand même assez correct. J'ai juste un bémol à citer là-dessus, et je vais encore parler de Bolloré, je suis désolé Candice, je suis désolé Hugo, mais il y a un truc fou, je sais pas si c'est vrai, c'est sorti dans Marianne, donc est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, mais il paraîtrait que Bolloré a fait pression pour qu'on ne parle pas explicitement de la loi de la séparation de l'Église et de l'État, qu'on ne la mentionne pas, qu'on sous-entend qu'elle va passer, mais qu'on ne la mentionne pas. Mais c'est une info confirmée ou c'est juste... C'est un bruit de couloir. Faut recouper les sources, si quoi. c'est C'est sorti dans Marianne, techniquement Ok. c'est confirmé par l'AFP, Ok. donc l'agence France Presse, c'est un vrai journal. Après, Ouais. les journaux peuvent se tromper, c'est pour ça que je mets un petit Regardez un avec petit le warning. Covid. Voilà, mais si c'est vrai, je trouve ça quand même fou Ouais. qu'ils se permettent de faire ça.
Alors bon, ça impacte pas la série est quand même correcte, Non, mais mais je qui trouve se permet de ça censurer, qui quoi. se permettent lui-même de censurer parce que bon, il faut savoir que c'est un très chrétien, très catholique, mais qu'il fasse ça, je trouve ça Oui, puis très surprenant. Il quoi. voulait déjà faire. Il y avait un documentaire qui était sur lui où il voulait le faire censurer, mais c'était sur France 3, donc il n'avait pas les pleins pouvoirs. Voilà. Et puis, Il a il me semble que aussi, c'est fini au il a aussi tribunal, fait ça, une chaîne chrétienne, c'est-à-dire Mm. une chaîne où il n'y a que des émissions chrétiennes, etc., qui font beaucoup de prosélytisme. C'est un peu surprenent, mais bon, voilà. Bon, Donc, c'est- surprenant, oui, non. Enfin, c'est pas surprenant de sa part, mais c'est surprenant qu'en 2022-23, on tombe là-dessus. Ouais, par Mm. contre, ça, oui. Voilà, surtout dans un pays laïque, mais bon. Mm. Police Paris 1905, Disponible. disponible sur Canal+, vous aurez Ok. deviné. Voilà. Très bien. Ça marche. Toto. Ouais, moi j'ai envie de vous parler de Glass Onion de Ryan Johnson qui est sorti sur Netflix. C'est la suite d'un excellent film que j'ai adoré, que j'ai déjà vu plein de fois, qui est À couteau tiré. Donc un whodunit, comme ils appellent ça. En gros un film à la Agatha Christie, un espèce de Cluedo géant Avec James Bond. avec James Bond, Non, avec Leblanc. avec Benoît Détective. Blanc. Benoît Blanc. Ah oui, c'est Où justement Daniel Craig, contrairement à la froideur qu'il a dans James Bond, là il pétille dans les deux films, il montre qu'il ne fait pas que un Ouais, c'est un surprenant méchant, dans la bande-annonce de le voir comme ça. Ouais. Hein. Moi, je l'avais jamais vu. Ah, il est pétillant, il est à fond et ça fait plaisir de voir ça vraiment. Donc le casting est au top, la suite est tout autant nouvelle un petit peu et satirique. Donc ça raconte l'histoire d'un milliardaire qui invite tous ses amis sur une île grecque pour faire une murder party sur son propre meurtre. Mais le détective Benoît Blanc veille et craint que le jeu devienne réel. C'est très très cool. Tous les indices dans le film sont là. C'était déjà le cas dans À couteau tiré où moi quand j'avais vu pour la première fois le film, au milieu du film j'ai dit ah ça c'est pas logique donc c'est forcément un tel le coupable ou la coupable et là on peut le faire détective Benoît Blanc. c'est moi. Mais dis donc, on est un peu dans l'enquête en ce moment entre Coles et Glass Onion. Ouais, bah j'essaye de faire des petits Police termes Paris un petit 1905. peu. Et Police, pareil. 1905. Donc ouais, on peut être soi-même détective et actif dans le visionnage et trouver qui a fait le coup avant que tout soit révélé. C'est très très cool, c'est très fort, le casting s'amuse. Daniel Craig est au top, on l'a déjà dit, tous les autres personnages aussi, dans les deux films d'ailleurs. Donc si les délires à la Cluedo et Agatha Christie vous fait saliver, ben, c'est clairement pour vous. Et les deux sont dispo, donc À couteau tiré et sa suite Glass Onion sont dispo sur Netflix. Trop bien. Alors moi j'ai trop une cool. question, est-ce Ok. que tu es ce genre de personne qui, comme ma mère, qui, alors que le film n'est pas fini, dit c'est lui le coupable, j'en suis sûr, Ah, moi, je suis comme ça. et qui l'annonce à tout le monde, ce qui fait qu'on ne voit plus que ça, et tu as raison, c'est vrai, mais du coup moi ça me gâche tout le reste du film parce que je me dis c'est bon, j'ai plus besoin de regarder Bah, en fait, on l'a regardé avec mes parents parce Ouais. qu'on n'avait pas vu À couteau tiré ensemble. Et quand on l'a regardé avec mes parents Glass Onion, on était tous en mode détective, presque à la Cluedo, en mode c'est le colonel Moutarde dans la cuisine, on l'a vu, il avait le chandelier. Mais du coup, c'était un travail d'équipe. C'était vraiment le travail d'équipe et à un moment, au milieu du film, on a fait pause et on a dit ok, alors, qui c'est Ah. On a c'est fait une génial. petite discussion d'un quart d'heure de mais si, mais il y a eu ça, mais tu l'as vu, mais si, mais quand même. Et quand on est arrivé à la fin du film, il y en avait un de nous trois qui avait raison. Je ne dirais pas qui. J'adore. Et donc, du coup, tu dirais que c'est grand public dans le sens où tu peux C'est- regarder ça avec des enfants, des ados Je pense que tu peux regarder ça avec des enfants. J'ai pas regardé quelle était l'interdiction sur Netflix. Ils aiment bien mettre des interdictions un Ouais. peu partout. T'as Mais pas en, de en grosse termes diffusion. d'enquête et tout, c'est abordable pour eux aussi. Ah, parce c'est que je me dis, abordable, ça ouais. peut être un moment familial sympa aussi. De... C'est abordable, c'est très drôle. Enfin, c'est assez Ouais. marrant. Ouais, pour enfants, bon, pas 6 ans, quoi. Ouais, ouais. Mais pour 9-10 dizaine ans, d'années, ça passe ok. ça passe très très bien. Si vous l'avez biberonné au Hercule Poirot sur TMC et compagnie, Ah oui, avec Michael Comme Hines, on est, ouais, c'est comme je l'ai- formidable. comme je l'ai été, il va kiffer. Voilà. Bah, merci beaucoup, Toto. Et toi, Hugo? Eh bien, moi, je voudrais vous parler d'une série dont on attend la saison 3 encore aujourd'hui. C'est une série sur un groupe de rap des années 90. La série s'appelle Wu-Tang, An American Saga. C'est donc une série sur le Wu-Tang Clan. Ça a été créé par RZA, le créateur du Wu-Tang Clan, et Alex Tse. Donc, Alex Tse, on l'a vu sur Watchmen, Les Gardiens, la série. Il a été scénariste wow, dessus. ok. Il a été scénariste sur Superfly aussi. Donc voilà, c'est un scénariste Oui. C'est une rêve, convaincu. quoi. Ouais. Un scénariste convaincu. Donc voilà, c'est donc un
une super série qui raconte l'histoire du premier album du Wu-Tang, comment c'est arrivé aux États-Unis, comment ça a tout pété, comment ça a révolutionné le genre, la fois où ils devaient faire un concert, que ça a été refusé et qu'ils y sont allés quand même. Vous regarderez la série, vous verrez comment ça se passe. Ouais, non, c'est une super série pour tout fan de rap et puis même pour les fans de biopic, c'est super bien fait, c'est très bien noté en plus, donc les gens sont d'accord avec moi. Et on est plus sur quelque chose de comique, dramatique, les deux. C'est un mélange. C'est pas non plus une grande tragédie parce que ce qui leur arrive est bénéfique. Puis Tragédie, c'est un mauvais groupe de rap. Oui. Du coup, on rigole avec eux, on est un peu triste avec eux, mais c'est pas non plus un film dramatique où on pleure sans arrêt. Certes, ils vivent dans des vies compliquées, ils sont dans des ghettos à Staten Island, donc un peu éloigné de New York. C'est le début du New Jersey d'ailleurs, je crois que Staten Island. Et en fait, du coup, oui, ils vivent dans la merde, ça se voit. Ils sont souvent pourchassés par les flics et tout. On voit bien que c'est très dur, mais c'est pas larmoyant. Il y a pas de pathos, il y a pas de truc où on se dit oh là là, on est triste pour eux. Non. Ils vivent une vie dure, c'est très bien montré. C'est un peu comme Atlanta dans le sens où... Alors, j'ai pas vu Atlanta, mais apparemment oui. En fait, c'est juste... ça montre la réalité, quoi. Mais c'est pas trop poussé vers c'est trop dur ou trop poussé vers c'est trop rigolo. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas une série documentaire, du coup. C'est une série fiction c'est une basée sur série des faits réels. Documentaire romancé. C'est-à-dire que... Enfin, si c'est une fiction, donc il y a des acteurs qui remplacent les... Oui, c'est pas comme le truc d'Orelsan où on a vu toute sa vie, où c'est Orelsan qui est Orelsan. Exactement, c'est une série de fiction où c'est des acteurs qui jouent les personnages. Un genre de biopic, quoi. Voilà, c'est un genre de biopic. C'est un peu romancé parce qu'il y a 2-3 trucs qui diffèrent. Par exemple, le RZA, donc le personnage principal de la série et créateur du Wu-Tang, encore une fois, il est censé, dans la vraie vie, il a 11 frères et sœurs, il le disait, et là, ils ont réuni en un frère et une sœur pour éviter d'avoir trop de personnages, etc. Ils ont un peu mélangé les histoires de tous sur ces deux personnages. Donc voilà, c'est un peu comme ça que c'est fait ce biopic. Oui, mais après, ça change pas radicalement l'histoire. Exactement. Il y a un peu de romance, mais il y a 10 cachets en moins quand même. Moi, je fais le calcul. J'aurais pu être dans la série. Il y en a qui vont pas avoir leurs heures. Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, c'est dispo sur Disney+ en France et donc Hulu aux États-Unis. La saison 1 est sortie en 2019, la saison 2 en 2021 et on attend la saison 3. Elle a été annoncée, Elle a été annoncée, mais il n'y a pas encore de date. D'accord. Bon, pour 2023. Pour 2023, c'est sûr. Une fois tous les 2 ans, c'est pas mal. Ils ont dit 2023, c'est sûr. Ouais. Voilà. Bon, merci beaucoup les copains, merci Brieux, je t'en prie. Thomas, avec plaisir. Yann, merci Candice. Je m'appelle Hugo, c'était recommandé. Au revoir.